Selon le calendrier judéo-chrétien, nous sommes en novembre 1988. J'aimerais... Toi, tu commences à te connecter. C'est des choses comme ça. Ouais. La dernière conférence du mois a porté sur ce qu'on appelle le doute comme étant une condition essentielle au processus de négociation, puisque le doute crée un frottement, un espace et finalement amène une énergie supplémentaire. Il y a une notion que j'aimerais discuter avec toi et approfondir, une notion qui est porteuse dans le discours que je tiens et puis du discours que j'entends avec les autres, c'est la notion, entre autres, du double éthérique. Une notion qui a tendance à être perçue par mon ego comme étant une perspective salvatrice, au même titre que ce que je soupçonne, cette perspective-là pourrait être comparable à celle que j'avais quand je percevais, avec toute ma psychologie, le ciel, l'enfer et le purgatoire comme étant une notion satisfaisante et salvatrice pour me sécuriser dans l'environnement plus vaste dans lequel je fonctionnais. J'ai donc le goût de poser des questions pour scier avec consciencieusement cette planche de salut-là que mon ego a tendance à vouloir considérer. En tout cas, c'est ma perception. Je vais vérifier avec toi par les questions si effectivement les dangers d'illusion sur cette notion-là de double éthérique. Ce qui peut être intéressant au préalable, c'est d'asseoir un peu l'assiette de la discussion par des questions préalables. Je te demanderai, comme première question, qu'est-ce qu'un âme groupe au niveau animal, par exemple? Un âme groupe, c'est un dieu, donc un égrégore du monde de la mort qui se réincarne, qui s'incarne préalablement et qui se réincarne par la suite dans des entités animales particulières. Sauf que l'incarnation dans l'animal est une incarnation trop faible pour être égoïsée, d'une façon à engendrer l'identification. Cela veut dire que l'âme ou l'âme égrégorienne qui s'incarne ou qui se réincarne à l'intérieur de l'animal humain, de l'homme, est aussi un âme groupe, c'est ce qui va engendrer le collectivisme. La différence entre l'âme groupe animal et l'âme groupe humain, c'est que dans la réincarnation de l'âme groupe humain dans l'homme, il y a une âme suffisamment énergisée pour engendrer un ego qui va s'identifier. Donc, dans l'âme groupe réincarnée humaine, il y aura l'apparition du je, ce qui ne se fait pas dans l'âme groupe réincarnée animale. C'est identique dans les deux cas, sauf que l'animal ne sait pas qu'il est là de par son âme, alors que l'homme sait qu'il est là de par son âme. D'un point de vue supramental, ce que tu viens d'exprimer là, c'est équivalent. Tu considères que la notion d'âme groupe peut être équivalente, sauf avec la différence d'identification qui existe au niveau humain. Qu'est-ce qu'un faisceau amique? Un faisceau amique est un faisceau de l'âme. On peut dire qu'un faisceau amique serait le canal réincarnationnel. Mais est-ce qu'un faisceau amique peut agglomérer plusieurs âmes? Un faisceau énergétique amique peut comprendre plusieurs individus qui sont à l'intérieur d'un même faisceau amique? Oui, comme un canal réincarnationnel peut faire la même chose. C'est-à-dire que le faisceau devra se diviser proche des corps. Le canal réincarnationnel de la chrétienté commence avec un faisceau amique qui va porter le nom de Joseph ou de Marie. C'est un faisceau amique. Il se divisera par la suite selon différents prénoms et il se redivisera selon différents noms de famille. Alors, si on parle de l'endroit d'où provient l'énergie, c'est un seul faisceau, chrétien, ou bouddhique, ou islamique. Lorsqu'il approche des corps physiques, il se divise. C'est un peu la même chose. Les herbivores sont reliés à un faisceau amique, unitaire. Et lorsque ça se rapproche des individus, c'est redivisé en plusieurs faisceaux, qui va s'adresser à différentes formes de corps physiques, donc à différentes formes d'herbivores. Et là, proche des corps physiques eux-mêmes, on se redivise encore. Les carnivores, c'est la même chose. Les omnivores, c'est la même chose. Les granivores, la même chose. Les insectivores, la même chose. Mais par rapport à ce qu'on appelle les 13 faisceaux. C'est autre chose. Ce ne sont pas des faisceaux amiques, ce sont des faisceaux espritiques. OK. Quel est le rapport entre les faisceaux espritiques et les faisceaux amiques? Ben, le rapport. Ben, ou les éléments de différence, si tu veux, ou le rapport de complémentarité, ou de mécanicité. Bon, bien, c'est similaire. La seule nuance qu'il y aura, c'est que les faisceaux amiques ou l'âme, c'est la copie conforme, colorée, évidemment,
de ce qui se passe au niveau de l'esprit, donc au niveau des forces supramentales. Alors, il y a, premièrement, il y a le phénomène de copie, et deuxièmement, il y a l'idée aussi que tout ce qui est copié est en dessous des faisceaux matrices. Donc, les faisceaux espritiques sont des faisceaux qui vont engendrer dans la coloration planétaire, ou dans la coloration solaire, ou dans la coloration galactique, ou dans la coloration universelle, ou supra-universelle, ou créationnelle. Cela va engendrer des copies qui vont être inférieures et qui vont être colorées. Si on parle d'un faisceau amique, il est nécessairement tributaire d'un faisceau spritique. Même s'il est la copie, il n'est pas parallèle, il est en dessous. Et en gros, ça reste similaire les deux. Le reste pourrait se comparer. Pour donner une appréciation, combien de faisceaux amiques peuvent exister sur la planète comparativement à des faisceaux espritiques? Si on détermine que le faisceau espritique, premièrement, il y a autant de faisceaux espritiques que de faisceaux amiques. Pour la simple raison que chaque fois qu'un faisceau amique pénètre un corps animal, je parle évidemment du faisceau amique humain. Il y a autant de faisceaux espritiques que de faisceaux amiques humains. Lorsqu'il y a un corps physique humain, il y a immédiatement une tendance, un doigt, une fibre de l'esprit qui vient animer ce corps, même s'il y a aussi une immense tige amique qui vient diriger le corps. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a 13 faisceaux amiques puisqu'il y a seulement 13 faisceaux? On peut dire. Est-ce qu'il y a 13 faisceaux amiques seulement, en expression? Oui, il y a 13 faisceaux majeurs amiques. Autrement dit, il y a 13 vraies grandes religions. Peux-tu nommer nomme-moi les 13 grandes religions que tu... C'est assez complexe à nommer pour la simple raison que certaines religions n'ont pas de nom. Par contre, ils ont plusieurs filiations. Alors, il y a en division globale les religions qui s'accaparent l'archétype, qui s'accaparent le passé, qui s'accaparent la tradition, qui s'accaparent le mal. Et de l'autre côté, mais ce n'est pas divisé également, de l'autre côté, on retrouvera des faisceaux amiques ou espritiques qui vont s'accaparer des religions progressives, des religions qui vivent encore de l'archétype, mais qui ont une tendance à vouloir s'adapter. La chrétienté est une religion à tendance adaptative. La religion juive est une religion à tendance régressive, ou si on veut, stagnante. Donc, on peut de cette façon cataloguer des religions, donc des faisceaux, qui sont la coloration des mémoires de la descente, des mémoires de la chute de l'homme, lorsqu'on prend les termes émotifs, et qui est comparé aux faisceaux qui sont assujettis aux mémoires de l'évolution, donc de la montée. Alors, il y a la chrétienté qui est un faisceau. Il y a le bouddhisme qui est un faisceau. Il y a différentes religions américaines qui sont, je parle d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, mais il n'y a pas de nom global. Il y aurait des noms, on peut trouver des noms globaux, mais ça ne situera pas personne, parce que les êtres humains ne sont pas au courant de ces vibrations qu'on peut appeler des noms, et ils ont des sous-jacences. Si on regarde les témoins de Jéhovah, c'est un même faisceau. C'est un faisceau chrétien qui est plus archétypal. Si on regarde les Mormons, c'est un faisceau chrétien aussi. Si on regarde les Juifs, c'est un faisceau qui est antéchrétien, qui est relié un peu à la chrétienté. C'est-à-dire qu'il n'est pas relié à la chrétienté, c'est relié à l'Ancien Testament, uniquement. C'est un faisceau différent. Qu'est-ce qui se produit quand tu parles, mettons, des Mormons? C'est un faisceau, une variante, par exemple, de l'hyper-faisceau chrétien. Les individus qui vivent en communauté mormone contribuent à quoi? Ils créent des expériences mémorielles spécifiques. Lorsqu'un faisceau d'énergie descend à travers la conscience de l'homme, il traverse premièrement la brume du monde de la mort. Deuxièmement, il traverse la quintessence de l'énergie vitale de notre planète, donc le plan mort-en-ciel. Alors, il a nécessairement affaire à des rencontres avec des entités éthériques, c'est-à-dire des enveloppes séraphiques, des âmes de ceux qui sont morts, de ceux qui ont gagné le monde de la mort. Et à travers ces contacts, il traverse ces blocs qui sont une forme de matière éthérique ou astrale, et il arrive dans la conscience de l'homme. Premier contact avec la conscience de l'homme sera un contact coronarien, donc un contact relié au centre coronal, au centre cardiaque plutôt, et il aura un contact avec le système émotif de l'homme, donc avec l'âme. Deuxième contact qui va se faire par la suite sera un contact avec le système neuronique, donc avec le cerveau, en l'occurrence le cortex cérébral, le néocérébellum. Lorsqu'il a ce contact avec le nouveau cerveau, le cortex, eh bien, il y a une bifurcation, c'est-à-dire qu'il y a, à travers cette descente et ces contacts, à travers ces différents mondes, l'astral, le vital, le plan de la matière, il y a un peu le même effet que si le faisceau traverserait des cristaux, un cristal.
Sauf qu'on ne peut pas dire que le cerveau de l'homme est sous forme de cristal, mais il aura un effet similaire, c'est-à-dire qu'il a la capacité, premièrement, de colorer, donc, ou de diviser le faisceau en plusieurs parties, et dans certaines consciences égoïco-vitalo-matérielles de certains humains, il y a l'effet de prisme, un effet de prisme évolutif qui peut se faire sentir, et le faisceau peut être divisé, c'est-à-dire qu'une partie du faisceau est projetée vers l'extérieur du couloir qu'il aurait tendance à suivre lorsqu'il descend chez l'homme. Cette coloration va se faire selon les cycles, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura génétiquement des corps physiques, des corps astrales, des corps vitals, qui auront cette faculté de prisme pour diviser le faisceau et engendrer différentes déformations colorantes du faisceau, eh bien, ces corps physiques vont naître plus ou moins dans le même temps standard, donc le temps planétaire. Cela veut dire qu'à un certain moment donné, dans la conscience visionnaire de l'homme, il y aura une interprétation nouvelle, qui va se faire sentir à travers l'expression rayonnante de ce faisceau qui a été, disons, prismisé dans la conscience astralo-vitalo-matérielle de l'homme. Et cela va faire en sorte qu'il n'y aura pas seulement un individu. Il y a toujours eu des ectopicités dans le genre où un individu avait une vision neuve d'une même chose. Alors que dans ces cas de prisme, il y a suffisamment d'individus qui vont projeter d'une façon différente le faisceau, ou qui vont avoir la capacité de vibrer encore plus à cette bifurcation du faisceau. Alors, dans l'Église catholique romaine, comme exemple, nous avons cette énergie qui descend, qui est un faisceau qui est orangé, et ce faisceau descendant à travers l'Église catholique romaine, à un moment donné, va être bifurqué par suffisamment de conscience prismique, et ça va engendrer une coloration orange, mais d'un orange plus jaunâtre, d'un orange plus rougeâtre, d'un orange plus bleuâtre. Et il y a donc les individus qui vont devenir ce prisme, vont suivre leur chemin, c'est-à-dire qu'ils vont, en collectivité, étant donné que ce sont des effets mondiaux, ce sont des effets humanitaires, il y a donc un paquet d'individus qui vont commencer à suivre ce nouveau faisceau, et il y a plusieurs personnes qui ne vivraient plus tellement au faisceau orange pur, et qui, à un moment donné, vont goûter à ce faisceau orange coloré, et vont le suivre. Cela engendre une scission, un schisme au niveau des religions, et cela va créer la tendance sectaire, c'est-à-dire l'apparition de sectes qui seront en plus ou moins conformité avec le faisceau original. Les témoins de Jéhovah, même s'ils se prétendent, par exemple, archétypés à partir de l'anté-Christ, c'est-à-dire avant la venue du Christ, ont une coloration chrétienne et ils ont une coloration juive. Ce sont des colorations de faisceaux qui se sont mélangées et qui engendrent ce genre de phénomène prismique. Lorsque nous parlons de faisceaux purs, nous parlons des 13 faisceaux, il y a un faisceau rouge, qui est totalement assujetti à de l'intelligence et qui est assujetti aussi à l'évolution, pas religieuse, mais spirituelle des groupements d'humains qui ont la capacité prismique de faire bifurquer un faisceau de façon à engendrer une logistique supra-émotive à travers leur évolution. Une logistique qui inclut l'émotion, mais qui permet énormément au mental d'arriver à travailler au-delà de l'émotion pour engendrer les mécanicités. On peut connaître la franc-maçonnerie, on peut connaître l'ordre rosicrucien, le Rose-Croix, etc. Il y a d'autres mécanismes d'ordre qui sont similaires. On a des faisceaux qui sont purs, donc qui engendrent des mécanicités pures sur le plan planétaire. L'Église catholique romaine, dans ce sens universel basé à Rome, est un faisceau pur. Il y a donc ces 12 autres faisceaux qui vont rester. Si on élimine le faisceau orangé de l'Église catholique romaine, il en reste 11. Et ces faisceaux auront des bifurcations, on n'a pas le choix. Maintenant, ce qu'on doit savoir aussi, c'est qu'à travers les 14 faisceaux qui ont co-animé l'évolution et l'involution du monde planétaire, il y a de temps en temps, à travers notre galaxie, d'autres faisceaux, d'autres couleurs de faisceaux, des couleurs de faisceaux qu'on ne connaît pas. Et quand je dis on ne connaît pas, on peut les vibrer. Mais on ne peut pas transmettre sur le contexte planétaire cette couleur. C'est une couleur de base qui n'existe pas ici, donc qui ne fait pas partie des couleurs de base que nous connaissons. Alors, ces faisceaux de couleurs, si je dis qu'on parle d'orange, de brun, de vert, de gris, de noir, de bleu, de mauve, de magenta, de bourgogne, on en a plusieurs couleurs, toutes ces couleurs font référence à des expressions de faisceaux. Et cela veut dire que autant il y a de couleurs possibles dans la création matérielle de l'homme, autant il y a de religions ou de sectes religieuses. Il y a eu dans le passé l'invention, le comte de Saint-Germain d'ailleurs a aidé énormément à créer de nouvelles couleurs dans l'art de la peinture. Mais en même temps, il créait de nouvelles sectes dans l'art de l'évolution. Et au fur et à mesure qu'on a de nouvelles couleurs, il y a
expressivement impliqués dans la matière, dans l'astral, dans le vital, des nouvelles formes de sectes. 1 million d'humains, 1 million de religions. C'est un terme qui est vrai et faux. 1 million d'humains, 1 million d'interprétations serait plus juste. Maintenant, chaque œil humain voit les couleurs à sa façon. Et lorsque nous regardons du bleu, nous ne voyons pas tous le même bleu. Et de cette façon aussi, lorsque nous regardons le monde, le cosmos, les cosmogonies ou les théogonies, nous ne percevons pas les mêmes choses. C'est relié à un phénomène de vibration. Et le corps physique étant le réceptacle qui est exprimateur des vibrations, il ne peut pas ni percevoir ni exprimer de la même façon les mêmes choses. De même pour les couleurs. En réalité, il y a une seule couleur, interprétée par différentes parties du cerveau, interprétée par différentes parties du système oculaire, et c'est ce qui donne illusion à l'homme d'accéder à différentes couleurs. Au fur et à mesure de l'évolution collective du monde de la mort, il y a une évolution vibratoire dans le plan de la conscience astrale, dans le plan vital, dans le plan physique, ce qui tend à muter certaines parties du corps de l'homme, soit cérébrales, soit neuroniques conductrices, soit oculaires, ou encore simplement sensorielles, et cela donne à l'homme la vision de nouvelles couleurs. Alors que dans la chimie matérielle, on n'a à peu près rien changé, sinon rien changé. Dans la vision, il y aura des changements. Alors, on sait très bien que l'ultraviolet, l'initiation solaire, a une tendance effective sur la couleur ainsi que sur la conscience de l'homme. On parle de l'initiation solaire comme étant une initiation fatale, c'est-à-dire qui détruit des choses et qui fait naître de nouvelles choses. Un égoïsme pour faire naître l'esprit. Mais on sait aussi que les rayons ultraviolets du soleil, entre autres, ont aussi une incidence sur les couleurs. Ils ont tendance, ces rayons, à adoucir les couleurs, c'est-à-dire qu'ils blanchissent. Blanchir veut dire qu'ils additionnent de la couleur. Lorsque le bleu de tes jeans devient pâle à cause de l'ultraviolet, cette pâleur est en fait l'addition de d'autres couleurs, ce qui tend à amener la couleur bleue au blanc. Alors, on a des parallèles qui sont extrêmement scientifiques, mathématiques, chimiques et physiques à faire entre la lumière, les faisceaux et les couleurs. Il y a dans cette galaxie, dans l'univers, dans le super-univers et dans la création, d'autres mécanicités évolutives que l'homme. Je l'ai déjà dit. L'homme est la solution et l'homme est l'une des solutions majeures, c'est-à-dire que l'homme est un grand morceau du casse-tête cosmique qui va permettre la résorption de l'univers. De temps en temps, à travers l'évolution de d'autres galaxies, il y a l'apparition ou effusion d'une façon différente de ce que nous connaissons à nous, de ce que nous connaissons nous autres, d'autres faisceaux d'énergie qui seront exprimés ou goûtés, perçus, comme étant une nouvelle couleur. Cette nouvelle couleur, elle peut, à travers l'évolution des univers, parvenir jusqu'à nous. Alors, de temps en temps, on peut avoir une émission extraterrestre, comme on en a une présentement au Québec, une émission extraterrestre qui vient colorer les 13 faisceaux déjà existants. Cette émission extraterrestre a un but. Elle peut être melchisédienne, elle peut être norandadienne, elle peut être vorandadienne, elle peut être de différents ordres, elle peut être aussi d'un type que l'on peut caractériser ou cataloguer comme étant exclusivement extraterrestre, avec un amour planétaire tel que ce phénomène de faisceau, même si son infusion primaire ne le confinait pas à devenir humain, à travers l'évolution, quand je parle d'évolution, disons à travers le déplacement séraphique à travers les univers et les galaxies, parvient jusqu'à ce monde bleu qu'est la Terre, et lorsqu'il approche du plan planétaire, il peut se lier ou être sous l'emprise d'une affection, d'un amour. Affection est peut-être juste dans ce sens que, premièrement, il attrape le virus, il s'égoïse, c'est une affection, et il a aussi cette affection émotive par rapport au règne humain, et ce faisceau, ce 14e faisceau, alors que c'est en réalité, disons, un 15e au niveau de l'évolution planétaire, va maintenant s'immiscer graduellement à travers les cordes évolutives de l'homme. Ce faisceau, lorsqu'il va s'immiscer à travers les cordes évolutives de l'homme, il va commencer par être plus extraterrestre qu'humain. Et il aura une tendance effusionnelle, donc de descente d'énergie, à se diriger vers l'état d'être humain. Parallèlement à ce genre de mécanicité, qui s'est déjà vu dans le passé, il y aura une tendance à l'équilibre où on essaiera cosmiquement de contrebalancer l'évolution effusionnelle d'un faisceau nouveau, dans le contexte évolutif planétaire, par la fusion d'un faisceau planétaire, pour que celui-ci puisse
atteindre le transport séraphique, de façon à, en état humain, avoir la capacité de travailler dans les mondes d'où provienne ce 15e faisceau, qui maintenant, lui, permet le contact entre les mondes de sa provenance et le monde humain, là où il y a la plus grande vélocité d'évolution. Donc, les couleurs, ce que l'être humain peut voir en couleur fait référence à ce qu'il voit en faisceau. Vois-tu, prochainement, bon, on parle du PMC+, je crois que c'est la semaine prochaine, on va cheminer justement sur les mécanicités réincarnationnelles des humains. Et à travers ce cheminement, eh bien, on pourra possiblement découvrir quelles sont les couleurs de faisceaux qui ont prédisposé à la création des âmes ou de l'âme, s'il est fusionné, qui habitent les corps physiques des êtres humains. En même temps, l'humain va aussi faire une démarche pratique pour décoder quel est son vrai cerveau, qui est relié à l'évolution supramentale et qui est relié à l'évolution archétypale. C'est-à-dire que l'être humain est normalement constitué, la tête, disons, le système réflecteur de l'humain est constitué de 3 parties majeures, bon, plusieurs, plus que 3, mais disons 4 parties majeures. Un archéocérébellum qui ne fait qu'exprimer l'énergie vitale homorontielle de la planète, bulbe rachidien et cervelet. Un néocérébellum divisé en 2 parties, un hémisphère gauche et un hémisphère droit. Un des 2 hémisphères est relié aux archétypes planétaires et c'est de lui et dans lui que vit l'ego et l'antihomme. Et un hémisphère cérébral dans lequel vit une partie de la mémoire astrale réincarnée de l'homme, une toute petite partie des mémoires archétypales logiques, et c'est à l'intérieur de ce cerveau que se fait la grande partie de l'évolution supramentale de l'homme. Maintenant, il devient intéressant de connaître quel est le cerveau qui fait quoi, pour par la suite, dans un travail d'isométrie, parvenir à transformer celui qui est relié aux archétypes. Alors, il y a un exercice relativement facile qui nous permet d'instruire notre ego, donc d'apprendre quelle est notre partie cérébrale qui est archétypalement reliée au passé et quel est notre hémisphère qui est archétypalement relié au futur. Et la 4e partie réflective de l'homme va être ce 3e cerveau, c'est-à-dire en réalité un cerveau dans le monde éthérique, c'est-à-dire que lorsque l'être humain commence à constituer son double éthérique, il s'anégoïse, projetant à l'extérieur de lui d'une énergie vitale. Cette énergie vitale sera projetée de différentes façons. C'est intéressant de les survoler. La création d'un double éthérique commence à l'instant où l'être humain a la faculté d'accepter des concepts neufs. Les concepts neufs, l'énergie placée dans un concept neuf, concept du double éthérique, concept de l'ajusteur de pensée, concept des mondes à venir, concept n'importe quoi. À l'instant où la conscience de l'homme, ou les consciences de l'homme, la conscience astrale, la conscience instantanée, à l'instant où les consciences de l'homme ont la faculté de cumuler de l'énergie dans de nouveaux concepts, il crée le double éthérique. C'est pourquoi je dis souvent qu'à l'instant où l'humain est capable d'accepter le neuf, il est dans cette voie pour devenir immortel. Lorsque l'être humain accepte de vieux concepts, il place l'énergie dans l'ego, dans l'âme. Lorsque l'être humain accepte de nouveaux concepts, il ne peut pas placer cette énergie dans l'ego ou dans l'âme. Il les placera donc dans une partie qui avant constituait l'âme et l'ego, mais c'est le constituant qui va rester le même, ce qui était constitué change. Donc il y aura une forme astrale égoïque qui sera brisée, et cette énergie sera rejetée, et elle sera transformée en forme, donc transformée, sur un nouveau concept, qui sera le concept du neuf, concept, disons, de l'ajusteur de pensée, du double éthérique, des mondes extra-créationnels, de l'accident cosmique. Et à travers ces concepts, la même énergie sera connectée à l'homme, restera accolée à l'homme par l'émotivité reliée au concept, l'émotivité placée dans le concept. Cela crée une structure attractive qui fait en sorte que cette énergie, nouvellement conceptualisée et non pas créée, l'énergie reste la même et le concept a été changé, reste dans une attraction autour du foyer qu'est l'homme, et cela lui reste donc à lui. Même si du point de vue de l'ego, il n'a pas la capacité de s'en servir, il vient de commencer la création de son double éthérique. Deuxièmement, le double éthérique va continuer à se créer au fur et à mesure de l'accumulation de concepts neufs à travers la sphère de conscience évolutive de l'homme. À un moment donné, il y aura suffisamment de concepts neufs, donc de sphères d'énergie dans le plan morontiel reliées au double éthérique,
que cette agglomération va créer une synergie qui, premièrement, va attirer maintenant à elle de l'énergie supramentale sans que l'énergie supramentale ait à être prédigérée au préalable par l'ajusteur de pensée ainsi que la conscience égoïque de l'homme pour être transformée par la suite en concept nouveau pour venir nourrir cette partie du double éthérique dans le plan morontiel. Donc, l'énergie supramentale aura accès directement à s'accoler à ce foyer synergique qui sera le début du double éthérique. Et ce début du double éthérique, lorsqu'il sera suffisamment constitué, tout petit, va engendrer une prémisse de réflexion, c'est-à-dire que c'est ça qui va créer le troisième cerveau. Le troisième cerveau est créé par l'accumulation d'énergie supramentale qui auront été puisées à même l'âme, à même l'ego, par la néo-conceptualisation des choses, par la création de néotypes, donc de nouveaux concepts, de nouvelles formes. Et à la longue, lorsqu'il y aura suffisamment d'énergie dans ces nouveaux concepts, lorsque l'humain aura dans sa conscience suffisamment de concepts neufs, et non pas d'explications nouvelles des vieilles choses, mais je dis bien de concepts neufs, il aura progressivement accès à un troisième cerveau, à une sphère énergétique qui va réfléchir et digérer pour l'homme, pour les sphères inférieures de l'homme, l'énergie supramentale. Cela veut dire qu'à cette étape de l'évolution, l'homme digère son ajusteur de pensée. Et il a maintenant accès cérébralement à un troisième cerveau. Il aura un cerveau émotif qui va être capable d'interpréter et de décoder le langage de l'animal humain. Il aura un cerveau cartésien qui sera capable de décoder et d'interpréter le langage de l'humain. Et il aura un cerveau supramental qui sera capable d'interpréter et de décoder le langage de l'être humain, ainsi évidemment que de toute forme de contact entre les sphères supérieures au plan planétaire, donc ce que nous appelons extraterrestres. Alors cet humain sera donc réellement dans une bilocation de conscience, c'est-à-dire qu'il aura une conscience, en réalité c'est une plurilocation de conscience, mais il aura une conscience planétaire par ces deux hémisphères, et il aura une conscience extraterrestre par son troisième cerveau. Au niveau de l'évolution de ce troisième cerveau, au fur et à mesure que l'être humain apprend à devenir orateur, que l'être humain apprend à communiquer de l'information supramentale, du neuf, sans qu'égoïquement il en souffre, donc sans qu'émotivement il se demande si ce qu'il dit a de l'allure ou pas de l'allure, ça n'a aucun sens, tout est de l'illusion de toute façon. Alors ton illusion est aussi réelle que l'illusion d'un autre, mais c'est peut-être que la collectivité étant reliée à un âme groupe ne reconnaît pas ton illusion. Mais ce n'est pas une raison pour que ton illusion ne soit pas reconnue comme étant une réalité énergétique pour toi qui présentement construis ton escalier dessus. Lentement, à travers l'évolution, il y aura amené d'énergie par les deux hémisphères cérébrales et par le troisième cerveau, et il y aura continuité de l'anégoïsation de l'homme, ce qui va en faire en sorte que lentement une tête sera créée du point de vue morontiel autour de ce troisième cerveau. Lentement, il y aura des épaules, lentement, il y aura des bras, il y aura un corps complet qui sera créé, sans système digestif, etc., mais un corps du point de vue formel, plein d'énergie, et ce corps, c'est le double éthérique. J'ai dit beaucoup de choses, il y a des questions. Oui. Entre autres, dans la mécanicité fusionnelle du double éthérique avec ce qui s'appelle les composantes inférieures, énergétiquement inférieures, il y a la constitution de ce qu'on appelle un mental, une personnalité mentale qui a encore des traces d'égoïcité probablement. Quelle est la réaction de cette personnalité mentale encore égoïsée quelles sont les conditions d'anégoïsation d'une personnalité mentale face à sa fusion avec un double éthérique? Bon. C'est pas... il y a une égoïsation d'une personnalité psychologique. On en parle beaucoup. Ce qu'il faut qu'on comprenne, premièrement, c'est que lorsqu'il y a début de fusion entre le double éthérique et le corps de l'homme, il n'y a plus d'ego dans l'homme. Donc, il n'y a pas d'ego dans le mental non plus. Il y aura de l'ego dans le mental tant que l'ego sera trop puissant au niveau de la conscience de l'homme. C'est-à-dire qu'étant donné que tant que le mental est énergisé par la négoïsation, le mental puise son énergie pour se constituer à même l'ego. Plus le mental puise dans l'ego, plus l'ego devient petit. Et plus l'ego devient petit, plus il devient chaud. Plus il devient puissant. Et c'est ce qui donne l'illusion souvent que plus on évolue, plus on devient belliqueux, plus on devient colérique. Alors, c'est une chose. Mais il y a de l'ego dans le mental simplement parce que le mental est créé à même l'ego. Il vient à un moment donné où il y a un ajusteur de pensée, où il y a un contact suffisamment opérationnel avec l'ajusteur de pensée, lorsque l'humain a appris à parler le langage de l'intelligence. Il y a ce contact avec l'ajusteur de pensée. Et lentement, l'ajusteur de pensée permet d'amener de l'énergie nouvelle au mental. Alors, le mental nourri de l'ego
donc de l'ego dans le mental, commence à être énergisé par le contact supramental. Alors il y aura dans le mental maintenant de l'intelligence, alors que dans le mental, il n'y a que de la logique, il n'y a pas d'intelligence. Il y aura maintenant de l'intelligence dans le mental, et il y aura encore de l'émotion logique dans le mental, donc il y aura encore de l'ego dans le mental. Au fur et à mesure de l'évolution de l'homme, lentement, l'ego finit par être puisé, va totalement être dissous par la capacité qu'aura le mental, survolté par le contact supramental, par le biais de l'ajusteur de pensée, de puiser l'énergie à même l'ego. Lorsque du plan supramental, et l'énergie supramentale étant beaucoup plus vibrante, donc beaucoup plus chaude que l'énergie de l'astral ou du mental, le mental, qui théoriquement devrait se refroidir parce qu'il grossit, va continuer son réchauffement parce qu'il sera réchauffé par le contact supramental. Plus le mental est gros, plus sa masse attire des parties de l'ego. Plus le mental est réchauffé, plus il contrôle l'ego. Mais plus l'ego est réduit en capacité, plus l'ego devient chaud, plus l'ego devient violent, puissant. Et l'anti-homme finit par avoir une emprise équivalente à plusieurs mètres dans l'homme. Mais étant donné que le mental supramentalisé a la même puissance, il y a un équilibre. Et à un moment donné, soit que l'ego qui reste très chaud, l'anti-homme va fuir, soit qu'il va être absorbé. Et instantanément, il n'y a plus d'ego dans le mental. Il y a un mental qui est exclusivement supporté par la matrice vitale du corps physique. Et il y a un mental qui est exclusivement nourri par le plan supramental. À cet instant, la fusion du double éthérique et de l'âme va commencer. Elle se fait par le mental. La fusion va commencer lorsque le plan supramental va jouer le même jeu que le mental a joué par rapport à l'ego, c'est-à-dire que la conscience supramentale va commencer maintenant à absorber le mental. Absorbant le mental, la conscience supramentale va dissoudre premièrement l'ajusteur de pensée. Il n'y a plus besoin d'ajusteur de pensée, il n'y a plus de pensée dans l'homme. Le dissolvant, cela va permettre de rapprocher le plan supramental au mental de l'homme. Et le plan supramental va maintenant commencer à absorber l'énergie du mental pour pouvoir prendre la place, le nid douillet, qui avant appartenait à l'ego, qui maintenant appartient au mental et qui lentement va appartenir à l'esprit. Un être humain qui a terminé sa fusion, il n'y en a pas sur le plan planétaire, un être humain qui a terminé sa fusion est un être humain qui n'a plus ni astral, ni ego, ni mental. Présentement, l'expérience antérieure à travers ce système de création depuis près de 15 milliards d'années a fait en sorte d'engendrer des archétypes ou des avertissements cosmiques qui peuvent servir énormément les nouveaux fusionnés. Alors, la fusion aujourd'hui se fait. Il y a eu des Melchisédek qui ont été créés dans le passé parce que certains humains ont été en contact avec le plan supramental et ont commencé une fusion avec le double éthérique, ont refusé leur fusion parce qu'ils n'en voyaient pas l'intelligence et à l'époque, l'être humain n'avait pas de contact avec le plan bouddhique par le plan supramental et cela a pu engendrer certains phénomènes melchisédiens planétaires. Melchisédiens planétaires qui, dans la majorité, seront récupérés d'ici quelques années, d'ici quelques milliers d'années. Lorsque l'être humain vit ce genre de choses, dans le passé, il y a eu, comme je te dis, des malpropretés évolutives qui étaient prévues, prévisibles et correctes. Correctes tant que c'est pas moi. Et aujourd'hui, l'être humain qui vit sa fusion ralentit le processus de la fusion. Il a suffisamment de conscience pour commencer à être intentionnel. L'être humain qui a un contact avec la fusion ou un contact avec un double éthérique suffisamment constitué n'a pas de libre arbitre dans le contexte de la matière encore, mais il a un libre arbitre dans le contexte du plan supramental. L'être humain qui entre en contact avec le phénomène supramental arrive à, s'il a un double éthérique suffisamment constitué, donc s'il a nécessairement des concepts neufs, s'il a un troisième cerveau, et s'il a finalement une tête et un corps éthérique suffisamment constitué, il a maintenant l'intentionnalité. L'ajusteur de pensée, lui ayant donné cette faculté par le fait qu'il est la réplique la plus correcte des phénomènes intentionnels en périphérie de la création, il a la faculté de contrôler le plan supramental. Donc, il peut accélérer le processus de fusion et il peut le ralentir. Moi, je peux accélérer mon processus de fusion ou je peux le ralentir. Sauf que je ne peux pas rétrograder. Ce qui est acquis dans la matière reste acquis dans la matière. Mais pourquoi ça semble finalement si long pour l'être humain? C'est qu'il attend, à cause des avertissements cosmiques qui ont été laissés par l'expérience humaine et extra-humaine dans d'autres mondes sur le plan de l'évolution. Il y a le danger que si l'être humain n'a pas suffisamment de contact avec le plan bouddhique, il y a de grands dangers que la supramentalisation de l'homme fasse de l'homme un extraterrestre à part entière
et fasse de l'homme un être humain qui, étant donné qu'il n'aura plus d'ego et plus de mental, ne pourra plus se servir convenablement des deux hémisphères planétaires, donc de l'hémisphère dit émotif ou intuitif et de l'hémisphère cartésien. Cela va faire en sorte que l'être humain qui aurait une fusion trop rapide sans contact avec le plan bouddhique, du point de vue de son évolution, risquerait de devoir être repoussé au niveau des grands maîtres, c'est-à-dire qu'il créerait une nouvelle forme similaire à Shambhala ou à l'Agartha. Il ne peut pas intégrer ces deux-là parce qu'ils sont trop évolués comparativement à lui. Mais il devrait créer une autre forme de maîtrise planétaire pour attendre que suffisamment d'humanité ait attiré suffisamment d'énergie bouddhique sur le plan planétaire pour que les autres puissent maintenant y goûter. Donc, dans ce cheminement fusionnel, il y a quelques êtres humains sur le plan planétaire. Présentement, il y en a deux. Une possibilité de troisième personne dans le coin de Los Angeles, mais la personne est très âgée et ce n'est pas sûr qu'elle va vivre suffisamment longtemps pour engendrer cette mécanicité. Mais passons. Lorsque ces individus ont un travail fusionnel, ils le ralentissent dans l'attente que suffisamment d'humains comprennent l'intelligence de l'amour, que le plan planétaire avance suffisamment en progression dans le contexte énergétique supramental, faisceau qui traverse en majeure partie notre galaxie, dans le secteur où nous nous trouvons présentement. Et il y a aussi de l'énergie bouddhique qui traîne toujours un peu partout. Étant donné que certains humains maintenant ont la faculté de cumuler cette énergie bouddhique-là, lorsqu'il y aura suffisamment d'énergie bouddhique de cumuler quelque part sur la planète, dans les êtres humains ou dans l'astral, ces personnages, fusion, iront puiser cette énergie, dans les humains comme dans le plan astral, pour pouvoir se l'accaparer, de façon à former un autre phénomène qui n'est pas un double éthérique, quelque chose qu'on n'a jamais parlé, et qui va permettre le paramétrage d'une façon atténuée, douce, du contact supramental dans le corps physique de l'homme par rapport aux autres humains qui restent sur le plan planétaire. Autrement dit, il faut absolument, pour que ne soient pas répétées les expériences du passé, que le contact supramental avec le plan bouddhique se fasse avant que la fusion soit terminée, achevée, entre le corps physique de l'homme, son corps vital et son plan supramental. Alors, c'est ça. Le constitutif là, qui serait autre qu'un double éthérique, là, on ne l'a pas encore nommé, est-ce que ça pourrait être un équivalent d'âme-groupe? Non. Ça pourrait, mais ce n'est pas ça. Un personnage comme Aurobindo qui a quand même énergisé considérablement certains niveaux de sa personne à un niveau supramental, tu as déjà dit qu'il il servait à mère pour aider à constituer un double éthérique. Il y a beaucoup d'humains qui vivent ce même travail. C'est une chose qui est extrêmement pénible à parler. À parler, non, mais à écouter, oui. C'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire encore parce que l'humain colore trop émotivement ce qui est dit. Et l'ego n'a pas encore la capacité de supporter de façon légère ce genre de communication. Si Mère aurait su que le travail qu'elle fait est en réalité la création d'un double éthérique pour Aurobindo, elle n'aurait peut-être pas fait le travail. Lorsque Mère a été dissoute, lorsque Mère est disparue, toute l'énergie totale de l'évolution de Mère n'a servi qu'Aurobindo. C'est-à-dire que Mère et Aurobindo se sont fusionnés. Ils étaient du même faisceau, ils se sont fusionnés. Et la conscience de Mère reste là, mais inconsciemment. C'est Aurobindo qui prend le dessus. Ce que Aurobindo ne savait pas, c'est que tout le travail qu'il faisait était pour être aggloméré aussi à un autre être humain, qui vivait à l'époque et qui est décédé pas mal après. Et ce que ce troisième personnage ne sait pas non plus, c'est que toute son énergie éthérique servira aussi à un autre humain. Autrement dit, il y a sur le plan planétaire des millions d'humains qui un jour vont être anégoïsés, qui vont travailler pour la création de leur double éthérique. Ce sont des mécanicités intéressantes. Disons qu'il y a 15 personnes dans une salle. Ces 15 personnes-là vivent astralement des choses, exclusivement pour qu'une seule des personnes puisse avoir, dans une réincarnation future, un ego plus solide. Les autres, c'est du point de vue formique, du point de vue d'identification, c'est une illusion. Et ceux qui créent les doubles éthériques, ceux qui sont égoïstes, ceux qui évoluent, certains vont mourir et de leur corps physique, ils ne gagneront pas le monde de la mort. Ils vont intégrer leur double éthérique. Mais ce que la majorité des gens ne savent pas, c'est que la majorité des personnes qui se conscientisent ne créent pas leur double éthérique, créent un double éthérique. Ce qui n'est pas pareil. Et ce double éthérique constitué est un double éthérique, disons, du point de vue de l'ego collectif. Ce double éthérique collectif fait en sorte que la conscience la plus puissante va, elle, s'accaparer de ce double éthérique, alors que tous les autres l'auront formé.
Et ça va s'arrêter là. Pour eux autres. Ce double éthérique constitué va continuer son cheminement. Et à un moment donné, on créera cette autre forme qu'on n'a jamais parlé. Et ça va se faire dans quelques milliers d'années. Et il y aura le même processus. C'est-à-dire que, on le dit, mais on ne le comprend pas. Il y a plus de 5 milliards de faisceaux secondaires, en réalité c'est des faisceaux plus que tertiaires, qui animent l'humain. Et on sait qu'il y aura à un moment donné fusion, par processus incarnationnel, par alliance éthérique de certains faisceaux, et il y aura 144 853 faisceaux. Lorsqu'il y aura 144 853 faisceaux, il y aura quelques milliards d'humains en moins. L'humain le sait. Et où il y a de l'illusion, c'est que chaque être humain travaille en fonction d'être un des 144 000. Mais il y aura beaucoup plus de disparus que de sauvés, du point de vue de la forme, et non pas du point de vue énergétique. Du point de vue énergétique, c'est la même chose. C'est comme si avant on était tous des cellules, et que chacune des cellules avait son libre arbitre apparent du point de vue de l'illusion de la conscience, et qu'à un moment donné, on se groupe pour former un corps physique. Du point de vue de la cellule, on a encore notre libre arbitre du point de vue de l'illusion de la conscience. On décide qu'on se sépare, qu'on se divise, puis qu'on progresse. Mais ce n'est plus nous maintenant qui décidons où on va. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit le vent ou une plante qui nous charrie, eh bien c'est le corps au complet du point de vue cellulaire qui se promène. Le cerveau, quand il prend des décisions, il ne le fait pas. Le cerveau, c'est un bab. Chaque neurone prend sa décision, et chaque neurone envoie sa décision à des neurones qui sont des neurones qui vont être coordonnateurs. Et le neurone coordonnateur, bien s'il reçoit 800 000 oui, puis pour 700 000 non, alors il l'applique et tu vas boire de l'eau. C'est un vote. Ce n'est pas une décision du point de vue de l'intentionnalité. Chaque neurone décide. Et le résultat global va être selon le vote majoritaire des neurones. Quand l'individu hésite, c'est qu'il y a des votes trop neutres. Il lui manque quelque chose. Alors, l'être humain, exactement, c'est la même chose. Alors, à un moment donné, il y aura 144 853 corps physiques qui auront digéré tous les doubles éthériques qui vont se constituer dans les années à venir. Toi, tu peux te créer un double éthérique, et lorsqu'il est suffisamment constitué, eh bien, on t'élimine de la surface de la Terre parce qu'on a besoin de ton double éthérique. Je sais que ça ne te plaît pas. Mais c'est comme ça que ça marche. Mais je peux aussi être simplement un élément dans un grand ensemble pour constituer un double éthérique. Exact, c'est ça que je dis. Ça. Alors toi, tu peux être un constitueur de double éthérique. Disons que j'ai besoin. Avec 800 autres personnes, vous constituez mon double éthérique. Et moi, je sais comment aller vous le voler. Alors, je vole ton bras, la tête d'un autre, la jambe d'un autre, et je vole tout ça. J'assemble ça convenablement. Et puis après ça, moi, je suis maintenant immortel. Et puis vous autres, on n'en parle plus. C'est avant. C'est ça. C'est quand la psychologie, ce qu'on appelle l'intellect du mental asservi par la psychologie, prend conscience que ces mécanismes-là existent, elle n'a plus de perspective salvatrice. Parce que le double éthérique était subtilement une perspective salvatrice du mon double éthérique, en pensant que son identité va demeurer dans cette enveloppe-là. Ce que tu exprimes là, c'est que tu coupes à nouveau, tu crées encore une coupure de perspective salvatrice pour l'ego. Ça révolte, parce que là, ce qui écoute intellectualisé va dire si, il ne reste plus de place. C'est que l'être humain pensait aller au ciel, aller rejoindre Dieu. Et puis finalement, ça n'existe pas, enfin, c'est des têteux. Mais il y a le double éthérique pour nous conserver, pour nous donner l'immortalité. C'est tout vrai. Mais là, maintenant, on apprend qu'on va être immortel, mais qu'on ne sera pas là. Enfin, on va être là, mais on ne le saura pas. Fait que finalement, c'est comme le ciel. Ça devient encore une marge de plus où on s'est encore fait avoir. Du point de vue de l'évolution de l'ego. Oui. Du point de vue de l'ego. Mais la chose, c'est que il faut qu'on comprenne. L'ego a de la difficulté à comprendre, ça va venir. Une des grandes choses, de toute façon, pour créer un double éthérique, c'est d'arriver à comprendre, c'est une nouvelle forme de concept. Et lorsqu'on crée un double éthérique, eh bien, on se rapproche plus rapidement de notre disparition. Sauf que ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que malgré les mémoires sataniques et arimaniennes et archétypales qui permettent à l'homme de supporter de la souffrance inutile, juste sous prétexte qu'au moins c'est lui qui souffre. Mieux vaut être moi et souffrir que plus être moi et plus rien.
Alors, l'humain préfère continuer à manger de la marde, égoïquement, que de voir ce salut. Quand je dis que plus nous constituons notre dôme éthérique, plus nous approchons de la fin, c'est vrai. Quand j'explicite un peu plus la fin, ben, ça ôte la fin. La réaction, c'est que plus l'ego se réchauffe aussi, plus, puisque les perspectives de moyen et de long terme lui sont fermées, il veut vivre l'immédiat du court terme avec beaucoup plus d'intensité. Il veut vivre le présent, il ne lui reste plus que cet espace d'expression-là. Fait que tu entres dans une dynamique encore plus dense de ralentissement éventuel, de gratification, de piège. Ok, je vais t'expliquer un peu mon problème à moi. C'est votre problème à vous. Dans l'évolution du dôme éthérique, en ce qui me concerne moi, j'ai énormément de réincarnations qui proviennent de l'an 3000 et quelques, dans les années standards. Donc, une grande partie de ce qui constitue ma conscience n'est pas de ce monde, c'est-à-dire que ça provient de l'avenir. C'est pourquoi je peux dire de temps en temps que telle chose, ça ne vaut pas la peine d'en parler parce que c'est pas arrivé. Même si on parle de l'an 2050, de l'an 2025, de l'an 3100, c'est pas arrivé. Pour celui qui écoute, il pourra dire « ça n'arrivera pas », mais je ne peux pas me permettre de dire « ça n'arrivera pas ». C'est pas arrivé, c'est du passé. La problématique, c'est qu'il y a aussi du passé qui me constitue. Du passé qui date de quelques milliers d'années. Et il y a du présent, c'est-à-dire de l'illusion actuelle. À travers ce cheminement, lorsque je vais accepter la fusion avancée avec mon dôme éthérique, cela veut dire que je vais accepter que ma conscience se fusionne à une conscience de l'avenir et digère totalement le peu de conscience que j'ai du passé. Autrement dit, lorsque j'aurai fini ma fusion, ce que je suis ne sera plus là. Exactement comme toi, tu ne seras plus là lorsque tu auras terminé. Et du point de vue des mémoires qui encore supportent le corps physique, ça ne lui plaît pas. Maintenant, j'ai suffisamment d'intelligence pour pouvoir vibrer, et mon ego est suffisamment anégoïque pour être capable de se sentir confortable dans la vibration du fait que tout est bien, que c'est correct. Mais en même temps, il y a que l'ego est une mécanicité mémorielle. Une mécanicité mémorielle, pour pénétrer dans de l'instantané, doit être épluchée. Et cet épluchage crée une légère souffrance et étire un peu le temps. Alors, à un moment donné, je refuse de répondre à certaines questions parce que pour y répondre, je dois me fusionner un peu plus. Alors, si je te dis, bon, on a fait un cours sur l'ajusteur de pensée, un cours sur le contrôle de l'ajusteur de pensée, et qu'on va commencer un cours pour devenir orateur. L'orateur est celui qui accepte le contact. C'est pas juste celui qui arrive à avoir le contact comme ça, c'est celui qui accepte le contact. Celui qui accepte le contact, eh bien, si je te pose une question, tu dois grimper, quand tu viens pour grimper, oups, il y a une initiation là. Si tu passes l'initiation, tu deviens chevalier de colombe, tu n'es plus comme avant. Fait que là, tu te dis, il faut que je vois, il n'y aura pas de réponse ailleurs, puis tu essaies de faire changer l'intervieweur de chemin. S'il rapplique qu'avec ça et qu'il y a une entente énergétique qui fait que oui, je veux y aller, mais donne-moi juste le coup de pied pour aller me faire initier. À un moment donné, la porte s'ouvre, tu es initié instantanément, puis là, tu descends la réponse. Mais tu n'es plus le même. Alors, nécessairement, celui qui veut devenir orateur ou celle qui veut devenir oratrice, ben, c'est ce qui arrive. C'est qu'en réalité, tu acceptes maintenant de lier ta conscience à une conscience supramentale et de lier ta conscience à une conscience instantanée. Donc, tout l'avenir fait partie de l'instantané. Le passé fait partie de l'instantané, mais de l'instantané humain. Dans la mémoire génétique de l'homme. Alors, nécessairement, on l'est. Moi, je suis tout le passé, comme tu es tout le passé, et je me dirige à être tout l'avenir. Et étant donné qu'on a des milliers d'années d'expérience d'être le passé, c'est pas trop souffrant. L'avenir, c'est autre chose. Alors, c'est donc exactement le même phénomène. C'est que Daniel Kem change depuis 4 ans. Si on écoute les premières conférences que j'ai faites, c'est pas le même gars. Par contre, celui qui chemine avec moi ne peut pas tellement avoir de différence. Ah, il va bien se rendre compte qu'il y a des choses qui ont changé, mais pas tellement. Alors, parce que lui aussi a changé, donc, évidemment, les nuances ne sont pas tellement apparentes. Celui qui évolue, c'est la même chose. C'est l'ego qui a le problème. L'ego, c'est le virus. L'ego va être dissous. L'ego est une pomme. La pomme dit, je veux devenir un être humain. Et moi, je dis, pas de problème, viens ici.
Quand elle va tout être mangée, elle va devenir mon corps. La pomme va être un être humain. Mais la pomme ne sera jamais. Tout ce qu'elle va voir, c'est mes dents qui viennent la croquer. Puis mon système digestif qui la digère. Ah, ça, on va le voir, la pomme. Là, elle va douter en maudit. Mais c'est réversible. Je peux la vomir, elle est faite pareil. C'est irréversible. Alors, je vais maintenant, la pomme est devenue moi. Très plaisant. Pour moi. Pas pour la pomme. C'est une vision d'agonie pour l'ego, ce que tu décris là. Oui, tous les égos sont des pommes. Tous les égos sont des pommes. Et l'intelligence veut croquer à pleines dents dedans. Tu sais que l'humain a déjà croqué dans une pomme? C'est réveillé. Non, Dieu est en bas. Maudit, c'est évident. Dieu est jaloux de l'homme. Mais l'homme s'est réveillé. Ben, c'est un peu la même chose. Là, c'est l'intelligence qui va croquer dans l'homme. Quand on a des questions, on va les poser par écrit. Et là, c'est parce que bon, il faudrait qu'on ait un micro dans la salle de façon à ce que ce soit sur la cassette. C'est dommage. Alors, tout à l'heure, si vous avez des questions à poser oralement, vous suggérerez fortement qu'on place un micro dans la salle et ça va nous faire un plaisir fou d'y répondre. Le double éthérique, est-ce qu'il y a d'autres formes d'existence sur la galaxie qui bénéficient de cette mécanicité-là? Oui. Il y a différentes planètes qui ont des plans marron-ciel. Il y a... Les soleils n'ont pas de plan marron-ciel. Il y a différentes lunes, donc des planètes tournant autour de planètes, des lunes, qui ont des plans marron-ciel. Et il y a dans ces plans marron-ciel des particularités énergétiques qui sont sous-jacentes à de la négoïsation minime, différent un peu de ce que nous connaissons, à travers l'expérience effusionnelle qui a vu à la création de ces mondes. Il y a dans cette galaxie, il y a un immense soleil. Immense. Astronomiquement immense. Un soleil qui, si on l'approchait de notre soleil, eh bien, on peut à peu près voir les proportions comme la Lune comparée à notre soleil. Ce serait notre soleil comparé à celui-là. Alors, immense. On se comprend sur immense. Et de ce soleil, il y a des planètes qui tournent autour, des planètes qui sont immenses. Et sur ces planètes, il y a des phénomènes effusionnels bloqués. Et il y a des créations de double éthérique. Bon. Là, si on rentre là-dedans, on va loin. Il y a la création, je résume un peu, si tu as des questions par la suite, on pourra y revenir. Autour de ce soleil, sur ces planètes, et dans ce soleil, il y a toutes les énergies. Il y a la création en microcosme de toute la création. Donc, il y a de l'intentionnalité directrice, il y a de l'intentionnalité créatrice, il y a de l'intentionnalité effusionnelle, il y a de l'intentionnalité directionnelle, il y a de l'intentionnalité pré-personnalisée, personnalisée, supra-personnalisée, super-personnalisée. Il y a de l'intentionnalité pré-existentielle, existentielle, supra-existentielle, super-existentielle. Et il y a toutes les nuances au niveau intentionnalité bouddhique, supramentale. Mais ça s'arrête au niveau supramental. Il y a sur les planètes qui sont en orbite autour de ce Soleil des mécanicités qui sont proches de l'effusion humaine, mais qui ne sont pas comme l'effusion humaine. Premièrement, ils ont une grandeur qui se calcule en plusieurs dizaines de pieds, au niveau de l'auteur biologique, non pas le poids de l'homme. Et ce sont des mécanicités qui ont la faculté énergétique d'être aplaties dans les dimensions que nous connaissons, les dimensions de notre galaxie. Aplaties en ce sens qu'une grande partie de leur substance constituant leur forme fait partie des autres mondes. Autrement dit, nous sommes, je donne un exemple, une image, nous sommes présentement en train d'évoluer dans la main d'une de ces entités. Donc, notre évolution va donner à cette entité une main pour qu'elle puisse travailler. Ces entités ont donc des contacts entre elles, et ils ont des contacts, l'entité solaire, nous sommes peut-être dans sa main,
Et les entités planétaires en périphérie ont la faculté de coordonner la mécanique des mondes évolutionnaires. Ce que je veux dire, c'est que ces entités ont la capacité, ils ont l'autorisation du Soleil, de leur Soleil, donc de l'intentionnalité, de toutes les formes d'intentionnalité, que l'humain peut peut-être appeler des divinités. Ça se peut. Mais pas des divinités, pas des dieux, des divinités, des nuances. Le Dieu créé par l'homme dans le monde de la mort, les divinités, ce seraient des phénomènes plus intentionnels, plus réels, réactionnels du moins. Et ces entités planétaires, donc en orbite autour de ce Soleil majeur, ont la faculté de contrôler la mécanique des formes évolutionnaires. Donc, ils ont la faculté de s'immiscer dans la mécanique et de la changer. Autrement dit, ils peuvent, à un moment donné, mandater, je prends des termes planétaires, mandater une forme énergétique pour que celle-ci se déplace par un transport séraphique, un faisceau, et gagne notre monde pour venir changer les choses. C'est ce qui est toujours arrivé et c'est ce qui arrivera encore. Il y aura toujours des mandatés de ces mondes, de notre galaxie, qui, par un double éthérique, par transport séraphique, ce n'est pas un double éthérique comme nous le concevons, mais c'est similaire du point de vue du résultat, et qui aura la possibilité de s'effuser dans le monde évolutif de notre planète et venir changer les choses. Alors, l'être humain n'a pas de libre arbitre. Lorsqu'on a une conscience supramentale, on entre en contact avec des plans qui sont plus galactiques. L'énergie supramentale est une énergie galactique. Et on a maintenant la faculté d'intentionnaliser les choses, ce qui fait que lentement, on peut devenir mandaté planétairement, ce que sera un Melchisédek humain, par ces entités. Et on peut aussi devenir le jouet, simplement, sans mandat, un peu au courant, de ce phénomène d'énergie. Et quand je parle d'entité, je parle d'une entité qui a la faculté, s'il vient sur le plan planétaire pur, comme ça, mais ça n'arrive pas. Un jour, il y aura une intervention extraterrestre. On va en reparler prochainement en décembre. Mais ce ne sera pas tout à fait ce que je veux dire ici. Alors, si on aurait une fusion totale d'un personnage qui vient dans le monde planétaire actuel, eh bien, il pourrait tout changer en dedans d'une heure. Tout. La pollution, la couleur des nuages, la grosseur de notre soleil, la quantité d'humains, la quantité d'âmes disponibles dans le monde de la mort, les religions, tout. 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 Et ça ne paraîtrait même pas pour l'humain. On serait assis ici et subitement, on serait tout assis à des places différentes, puis on continuerait notre cheminement. On aurait tout un passé qui expliquerait ce qu'on est là. Tout serait changé. On ne le saurait même pas. L'humain peut dire oui, mais ça veut dire d'abord qu'on a pu se faire changer comme ça souvent. Oui, mais ce n'est pas arrivé. Moi non plus, mais ce n'est pas arrivé. C'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois. L'avenir, de temps en temps, ça arrive quelquefois. Je dis, ce n'est jamais arrivé. Ça arrive quelquefois. Ça arrive quelquefois. Il y a un rapport descendant de conscience, puis il y a un rapport ascendant de conséquentialité. Quel est le rapport de conséquentialité que ces entités-là veulent induire dans le phénomène humain quand ils interviennent comme ça? Qu'est-ce qu'ils veulent optimiser? Alléger la souffrance de l'homme. Ouais, mais il doit y avoir d'autres intérêts que ça se peut pas. Ils ont l'air à s'en foutre pas mal. Alléger la souffrance de l'homme seulement, c'est aussi... En 15 milliards d'années, le potentiel de souffrance de l'humanité devra être réduit. C'est évident que s'il faut écraser 3 ou 4 fourmis une journée pour sauver un paquet d'autres fourmis, pour les fourmis écrasées, la dose de souffrance est énorme. Mais sur la quantité, par rapport au temps, il n'y a aucun problème. Leur seul objectif d'intervention est d'alléger la souffrance de l'homme. Pas parce qu'ils nous aiment, parce que nous sommes une partie de leur constitution. Ils allègent leur souffrance. Mais ça souffre ici, ça ne souffre pas là-bas, donc la souffrance de l'homme. On fait une pause.